Depuis quand un prof remplaçant est-il devenu ton pire cauchemar? J'étais en cours de bio quand une vive douleur m'a transpercé le flanc droit. Je me suis écroulé sur mon bureau, plié en deux. C'est pile à ce moment-là que l'alerte confinement a hurlé dans les haut-parleurs. « Tout le monde sous les bureaux, tout de suite !» Le remplaçant, M. Herbert, était déjà posté à la porte, brandissant ses colliers de serrage en plastique. « Mon ventre! Il y a un souci !» ai-je soufflé, à bout de force. Il s'est tourné vers moi, la figure écarlate. « Bien tenté. Allez, sous le bureau comme les autres. Je crois que c'est l'appendicite. Tu me prends pour qui? À chaque exercice, les gosses trouvent une excuse pour sécher. Zip. Il a bouclé le collier sur la poignée, bloquant la seule issue. S'il vous plaît, il me faut l'infirmière. Tout ce qu'il te faut, c'est suivre les consignes. La douleur me vrillait maintenant, comme si on gonflait un ballon à l'intérieur. J'ai tenté de ramper sous la table, mais un cri m'a échappé. Je l'ai vu alors, esquisser un sourire. C'est drôle, tu tombes toujours malade quand il y a un exercice. Comme le mois dernier, tu te souviens? J'ai tilté d'un coup. La dernière fois, j'avais vomi en classe et ma mère avait râlé parce qu'il ne m'avait pas laissé sortir. Cette fois, il se vengeait. La douleur est montée d'un cran, fulgurante, comme si on me brûlait de l'intérieur. Les larmes coulaient toutes seules. S'il vous plaît, j'ai vraiment trop mal. Le club théâtre, c'est au bout du couloir, ma grande. Il a éclaté de rire. Zeynep, la future carabin de Johns Hopkins, a rampé vers moi. C'est où, exactement, ta douleur? J'ai pointé mon flanc droit. Elle a appuyé tout doucement. À la seconde où elle a lâché, j'ai hurlé. C'est typique d'une défense. Elle est vraiment pas bien. Son appendice peut péter. Retournez sous vos bureaux ou c'est direct l'exclusion. Vous comprenez pas. Si ça pète, elle peut en crever. J'ai dit sous les bureaux. J'avais l'impression que mon ventre prenait feu et la douleur irradiait dans le dos. Mon corps tout entier s'est mis à trembler. Et puis, j'ai commencé à vomir. Pas juste une nausée, un vrai geyser qui a éclaboussé le mur à 1 mètre. Tu nettoies ça, a balancé M. Herbert. Glacial. Les jeunes d'aujourd'hui, incapables de tout. Louis, dont le père est chirurgien, s'est décomposé. C'est de la bile, verte. Ça veut dire qu'elle a mangé des haricots ce midi. De plus en plus d'élèves sortaient leur portable, cherchant la moindre barre de réseau. On savait tous que la salle de bio, c'était un trou noir pour le téléphone. Monsieur Herbert a percuté. Les téléphones dans le panier tout de suite. Pas le moment de bavarder. Ma fièvre est montée en flèche. La sueur me dégoulinait du front. La douleur avait envahi tout mon corps, comme si je lâchais prise. « Touche son front !» a crié quelqu'un. Mia s'est penchée vers moi. « Elle est brûlante, c'est trop flippant. Une fièvre, ça se simule. T'as jamais maté Ferris Bueller ?» Mais la moitié de la classe flippait grave. Ils voyaient bien que ça tournait mal. J'étais livide, la peau grisâtre, les tremblements de plus en plus violents. « Appelez le SAMU !» a hurlé Zeynep. « Il lui faut une opération, là, tout de suite. La seule chose qu'elle aura, c'est 1 heure de colle pour avoir foutu le bazar pendant l'exercice. » Et là, j'ai senti un truc craquer en moi, comme un élastique qui lâche. La douleur, d'un coup, a disparu. Fini la souffrance. Juste un froid glacial. J'ai plus mal, ai-je chuchoté. Monsieur Herbert a lâché un petit rire. Tu vois, guéri d'un coup, comme je l'avais dit. Non, ont crié Zeynep et Louis en même temps. Si la douleur s'arrête d'un coup, c'est trop grave, ça a pété. Même ceux qui n'y pipent rien en bio ont compris que c'était la cata. Mon corps s'est mis à convulser. Ce n'était plus des tremblements, c'était de vraies crises. Là, le sourire de Monsieur Herbert s'est effacé. Arrête de faire semblant. Mais j'avais perdu tout contrôle. Bip, bip. L'alarme hurlait toujours. Les élèves tapaient aux vitres, essayaient d'attirer l'attention. Le squelette en plastique s'est écroulé quand Trevor a tenté de défoncer la porte. « C'est attaché avec un collier !» a-t-il crié. Des taches noires brouillaient ma vue. Zeynep hurlait des mots médicaux que je ne comprenais plus. Tout ce que je savais, c'est que j'avais froid, un froid de glace. « Pétez la fenêtre, envoyez un message, la porte bouge pas !» Monsieur Herbert battait en retraite maintenant. Elle fait semblant. C'est pas possible autrement. Je ne voyais plus rien. J'entendais juste des voix, de plus en plus loin. Puis la voix cristalline de Zeynep. « Si elle meurt, ce sera à cause de vous. » La dernière chose dont je me souviens, c'est à quel point tout ça était absurde. Mourir en cours de bio à cause de l'ego d'un remplaçant. Après, plus rien. Je me suis réveillé 3 jours plus tard, amputé de 20 cm d'intestin et de la moitié du côlon. L'infection s'était tellement répandue qu'ils avaient dû enlever des bouts de 3 organes. Le chirurgien a dit que 5 minutes de plus, et j'y passais. Techniquement, j'ai été morte 38 secondes sur la table. Monsieur Herbert a prétendu qu'il pensait que je simulais. Les caméras de surveillance l'ont montré en train de sourire alors que je me tordais de douleur. On l'a vu enjamber mon corps en pleine crise pour aller sécuriser la porte. Il a pris 2 semaines de suspension pour ce que les médecins ont qualifié de pire cas d'appendicite perforé qu'ils aient vu survivre. Mais moi et les 22 témoins de la classe, on savait très bien ce qui s'était vraiment passé. Et on comptait bien que tout le monde le sache aussi. 3 jours à n'entendre que le bip des machines et à sentir la brûlure là où on m'avait ouverte. Et puis, j'ai enfin ouvert les yeux et j'ai vu ma mère me serrer la main si fort que ses jointures étaient blanches.
Le chirurgien était au pied du lit, dossier en main, me montrant des schémas de mon ventre pour expliquer comment ils avaient dû retirer 20 cm d'intestin parce que l'infection s'était propagée partout. Il répétait des mots comme péritonite et septicémie pendant que ma mère opinait, l'air de comprendre, mais je voyais bien ses mains trembler pendant qu'il racontait qu'il avait dû couper la moitié de mon côlon et des bouts de 3 autres organes. La colère m'est tombée dessus, bien plus forte que la morphine. Une rage brûlante que M. Herbert m'ait fait vivre ça juste parce qu'il avait décidé que je faisais semblant. Le chirurgien a sorti son téléphone et a fait défiler les photos de l'opération. Sur les images, on voyait des tissus noirs là où tout aurait dû être rose, comme de l'encre répandue à l'intérieur de moi. Il a désigné une zone particulièrement sombre et expliqué que 5 minutes de plus, l'infection aurait gagné mon foie et qu'il n'y aurait eu plus rien à faire. Le visage de ma mère s'est décomposé, elle s'est remise à pleurer, des sanglots muets qu'elle tentait de dissimuler en fixant la fenêtre. J'ai serré sa main, malgré la douleur, tandis que le chirurgien répétait à quel point j'avais eu de la chance de m'en sortir, rappelant que la plupart des gens n'y survivent pas quand c'est aussi avancé. Plus tard dans la soirée, après le départ du chirurgien, Brianna Hewitt, l'infirmière de nuit, est venue vérifier ma perfusion. Elle a sorti un petit carnet de sa poche et s'est mise à prendre des notes. D'abord en consultant mon dossier, puis en m'observant, son stylo filant de plus en plus vite, les lèvres pincées de colère. Quand maman a voulu savoir ce qu'elle faisait, Brianna a vérifié d'un regard que la porte était bien close, puis, à voix basse, elle a expliqué qu'elle consignait tout pour ses propres archives, car elle n'avait jamais vu un jeune comme moi frôler la mort pour quelque chose d'aussi facilement évitable. Elle a griffonné son numéro de portable sur une serviette et l'a glissé à maman, en murmurant qu'il ne fallait pas hésiter à la contacter si besoin, surtout si elle devait venir expliquer devant un jury ce qu'elle avait constaté, dans des termes simples et accessibles à tous. La manière dont elle a prononcé le mot « jury » m'a donné la nausée, ou du moins ce qu'il restait de mon estomac. Cette première nuit a été la pire. À chaque bip des moniteurs qui surveillaient mes constantes, mon corps se raidissait, persuadé que c'était une nouvelle alarme de confinement. Je me réveillais en hurlant, certain d'être encore coincé sous le bureau, agrippant les draps comme des liens en plastique. Et il fallait que les infirmières interviennent pour me calmer pendant que je me débattais, tirant sur mes points de suture. Ils m'ont sédaté 2 fois quand je n'arrivais plus à respirer, avec un médicament si puissant que tout devenait flou, mais au moins ça stoppait la panique qui me submergeait à chaque bruit strident. Le lendemain matin, alors que j'essayais désespérément de garder quelques glaçons dans l'estomac, le téléphone de maman a sonné et j'ai tout de suite compris à son expression que c'était l'école. La voix du principal était si forte que je l'entendais parler d'absence prolongée et de la nécessité de prévoir du travail de rattrapage. Puis il a mentionné que M. Herbert avait écopé de 2 semaines de suspension à cause de l'incident. La voix de maman est devenue glaciale et grave. Je ne l'avais jamais entendue comme ça. Elle lui a lancé s'il réalisait que j'avais littéralement été mort pendant 38 secondes sur la table d'opération. Le principal a bredouillé quelque chose sur le règlement du district, et maman lui a raccroché au nez sans attendre la fin de sa phrase. Toute la matinée, mon téléphone vibrait sans répit avec des notifications, et quand j'ai enfin eu la force de regarder, j'ai vu que Zeynep avait créé un groupe de discussion avec les 22 élèves présents ce jour-là. Tout le monde exprimait sa colère en même temps sur la légèreté de la sanction de Herbert, partageant leurs souvenirs, Louis annonçant que son père, chirurgien lui aussi, proposait d'étudier mon dossier et de rédiger un rapport détaillé sur la gravité d'une appendicite perforée. Certains envoyaient des captures d'écran de messages de leurs parents, certains encourageant, d'autres conseillant de ne pas se mêler de tout ça, mais tous ceux qui étaient là savaient exactement ce qu'ils avaient vu. J'ai passé l'heure suivante à taper fébrilement, cherchant à noter chaque détail avant que les médicaments ne viennent brouiller ma mémoire. Chaque mot de Herbert, son sourire quand j'ai dit que j'étais malade, la façon dont il m'a enjambé alors que je convulsais à terre, uniquement pour pouvoir verrouiller la porte, comme si je n'étais qu'un obstacle gênant. Ces détails me semblaient essentiels, même si sans souvenir me filait la nausée, un dégoût qui n'avait rien à voir avec l'opération, mais avec l'idée qu'il avait vraiment voulu que je souffre. Maman m'a aidé à tout remettre dans l'ordre, minute par minute, depuis le début de la douleur jusqu'à ma perte de connaissance. 2 jours plus tard, une grosse enveloppe de l'école est arrivée, contenant des documents pour une réunion appelée Plan 504, afin d'envisager des aménagements médicaux à mon retour. Maman l'a parcouru, puis s'est mise à rire, mais d'un rire amer, presque effrayant, que je ne lui connaissais pas. Elle répétait qu'il cherchait surtout à se protéger légalement, se moquant des passages sur les décharges de responsabilité, alors que personne ne se demandait si j'étais encore capable de digérer quoi que ce soit. Pourquoi Herbert avait-il souri quand j'ai signalé que j'étais malade? Tout ça venait-il d'une vieille plainte de sa mère? Ou éprouvait-il juste du plaisir à exercer son autorité sur les élèves? Les papiers ne mentionnaient jamais Herbert, seulement un incident malheureux survenu lors d'un exercice de sécurité. 2 semaines après l'opération, le médecin m'a autorisé à tenter un retour à l'école pour une demi-journée, histoire de voir comment ça se passerait. Maman m'a accompagné tôt, avant que les couloirs ne se remplissent, et j'ai cru que ça irait jusqu'à ce qu'on passe devant la salle de biologie. Là, tout mon corps s'est figé, impossible de respirer, la sensation que les murs m'écrasaient, et j'ai fui aux toilettes où l'agent de sécurité m'a retrouvé 20 minutes plus tard, recroquevillé dans une cabine, en pleine crise d'angoisse
d'angoisse, incapable d'expliquer ce qui n'allait pas. Il a dû appeler maman pour qu'elle vienne me chercher, et je l'ai entendu lui dire que beaucoup d'enfants avaient du mal à reprendre après un traumatisme médical, comme si c'était normal. Le lendemain, le proviseur adjoint a appelé pour fixer un rendez-vous, et lors de notre entretien, il n'a cessé de répéter « incident malheureux », comme s'il suffisait de le répéter pour en faire une vérité. Il a suggéré qu'il fallait tous tourner la page pour commencer à guérir, que ressasser n'aiderait personne, et que l'école tirait des leçons de ce qui s'était passé. Maman lui a alors demandé franchement s'il avait visionné les images de la vidéosurveillance, et il s'est tortillé sur sa chaise, répondant que c'était encore en cours d'examen, le temps de l'enquête du district. Autrement dit, ils espéraient qu'on laisserait tomber. Le lendemain après l'école, j'ai envoyé un message à toute la classe pour proposer qu'on se retrouve à la bibliothèque. 6 sont venus immédiatement. On s'est installé autour de la grande table du fond, là où les profs ne risquaient pas de nous entendre, et j'ai sorti un carnet pour commencer à tout écrire. Chaque détail de ce jour-là dont je me souvenais. Le sourire de Herbert quand j'ai annoncé que j'étais malade, la façon dont il m'a enjambé alors que j'étais par terre en train de trembler, tout ça me revient en tête. Mia a pris une feuille et a dessiné la disposition de la salle, indiquant d'une croix l'endroit où je me suis effondré, où Herbert se tenait près de la porte, où Zeynep et Louise sont tentés de m'aider. On a passé 2 heures à reconstituer chaque minute de cette journée, chacun se souvenant de choses différentes. Trevor a même affirmé que Herbert avait ri quand j'ai vomi, tandis qu'un autre se rappelait l'avoir vu regarder sa montre pendant que je faisais des crises. On a tout consigné avant que les souvenirs ne s'effacent. Ce soir-là, mon téléphone s'est mis à vibrer. D'autres élèves de la classe m'envoyèrent des messages. Les ordinateurs de l'école étaient tombés en panne pendant la dernière heure. Tout le réseau avait lâché. Puis Trevor m'a appelé en pleurant. Il filmait avec son portable au début du confinement, pensant faire un TikTok sous son bureau. Mais toutes ces vidéos de cette journée-là s'étaient volatilisées. Non seulement effacées, mais bel et bien disparues. Même sur la sauvegarde en ligne. 3 autres élèves ont dit que la même chose était arrivée à leur téléphone. Toutes les photos ou vidéos de ce jour-là s'étaient évaporées. À la fin de la 2e semaine à la maison, je n'arrivais même plus à rester réveillé après-midi. Les antidouleurs me fatiguaient, à tel point que je m'endormais assis. Maman devait mixer toute ma nourriture. Mon estomac ne supportait plus rien. Même la soupe me faisait vomir. Je suis monté sur la balance et j'ai failli tomber. 15 kilos perdus en 2 semaines. Mes vêtements pendaient sur moi comme si je portais ceux de mon père. En me regardant dans la glace, je ne voyais plus que des os saillants. Mon visage ressemblait à un crâne recouvert de peau. C'est à ce moment-là qu'un mail est arrivé, envoyé par quelqu'un du journal du lycée, qui voulait écrire un article sur le fait que les règles de confinement empêchent les professeurs d'appeler le 112 pendant les exercices. Il avait entendu parler de ce qui m'était arrivé et voulait entendre mon témoignage. J'ai accepté, mais à condition que maman soit présente. On l'a rencontré dans un café près du lycée. L'élève qui posait les questions semblait vraiment scandalisé par l'histoire. Il secouait la tête chaque fois que je racontais comment Herbert avait refusé qu'on intervienne pour m'aider. Maman leur a fait promettre de tout vérifier avec nous avant de publier quoi que ce soit. 2 jours plus tard, le district a envoyé un mail annonçant la création d'un comité pour examiner l'incident. Maman l'a lu à voix haute et s'est mise à rire, mais ce n'était pas un rire de joie. Le comité était composé de 3 proviseurs adjoints, tous sous la responsabilité directe du principal. Aucun élève de notre classe n'a été invité, ni moi, ni aucun témoin, ni même nos parents. On nous a promis de partager les conclusions dans 6 à 8 semaines. Maman a dit que c'était une farce, et elle avait raison. L'hôpital a fini par nous envoyer copie de tous mes dossiers médicaux. Une pile de papier plus épaisse que l'annuaire, des centaines de pages sur l'opération, l'infection et le moment où mon cœur s'est arrêté. Maman a demandé au père de Louis, qui est chirurgien, de tout examiner. Il est venu le soir même et a passé 3 heures à tout lire. Puis il a rédigé une lettre expliquant la situation en termes simples. Il disait que la rupture avait libéré du poison dans tout mon corps et que j'étais en choc septique à mon arrivée à l'hôpital. Il a ajouté que 30 secondes de plus et mes organes auraient cessé de fonctionner pour de bon. Il a utilisé le mot miracle 4 fois dans son courrier. La réunion pour le plan 504 était prévue la semaine suivante pour discuter des aménagements pour mon retour à l'école, temps supplémentaire pour les contrôles, autorisation de quitter la classe pour aller aux toilettes quand je veux, laisser passer pour déjeuner à l'infirmerie si la cantine est trop bruyante. Maman a demandé pourquoi il n'était jamais question de modifier les véritables règles de confinement. La responsable de la réunion a répondu que ce n'était pas le but du plan 504, qu'il s'agissait uniquement de m'aider à réussir scolairement. Maman a alors demandé comment je pouvais réussir si j'avais peur de mourir à nouveau à l'école. Personne n'a su quoi répondre. 3 jours plus tard, une lettre recommandée est arrivée de l'avocat du district, adressée à tous les parents des élèves présents ce jour-là. Elle déconseillait vivement de parler aux journalistes ou de publier quoi que ce soit sur les réseaux sociaux à propos de l'affaire en cours, en précisant qu'une discussion publique pourrait compromettre l'enquête. La lettre menaçait même de poursuites judiciaires toute personne diffusant de fausses informations. Maman a dit que c'était une menace, et encore une fois, elle avait raison. La semaine suivante, j'ai commencé à écrire ce que je voulais dire lors de la réunion du conseil d'école. Mes mains tremblaient tellement que je tenais à peine mon crayon, mais j'ai continué. J'ai parlé de la douleur, de la peur, de la mort pendant 38 secondes. Je me suis entraîné à lire mon texte dans ma chambre. Les 10 premières fois, ma voix se brisait, mais à force,
J'ai réussi à le lire sans pleurer. Maman m'a dit que j'étais courageux, mais je ne me sentais pas courageux, seulement en colère. Le soir venu, je ressentais dans mon ventre presque la même douleur que le jour où mon appendice a éclaté. Maman m'a tenu la main en attendant mon tour. La salle était bondée. Quand mon nom a été appelé, je me suis avancé jusqu'au pupitre, les jambes tremblantes, devant 200 visages fixés sur moi. J'ai commencé à lire mon texte, racontant comment Herbert avait enjambé mon corps alors que j'étais en train de mourir. 3 membres du conseil ne décollèrent pas les yeux de leur téléphone, 2 autres regardèrent le plafond. Seule Elisa Hubert m'a réellement écouté et a pris des notes. Quand j'ai terminé, la salle était restée totalement silencieuse. Je suis retournée à ma place sous le regard de tous, les jambes flageolantes. Personne n'a rien dit pendant ce qui m'a paru une éternité, jusqu'à ce que le président du conseil se racle la gorge et annonce qu'il prendrait mes remarques en considération, ce qui, au fond, voulait simplement dire qu'ils allaient tout ignorer. La réunion a repris comme si de rien n'était, avec des discussions sur les itinéraires des bus et les menus de la cantine. Pendant ce temps, je restais planté là à me demander pourquoi j'avais perdu autant d'énergie à tenter de leur faire admettre qu'un élève avait failli y laisser sa peau dans leur établissement. En rentrant à la maison, maman m'a préparé un chocolat chaud et n'arrêtait pas de me répéter à quel point j'étais courageux. Mais moi, je n'avais qu'une envie, m'écrouler. J'étais à la fois vidé, furieux et terrifié. Le lendemain matin, j'ai remis les pieds au lycée pour la première fois depuis des semaines et en ouvrant mon casier, un papier plié m'est tombé sous le nez. J'ai ramassé la feuille, je l'ai ouverte et tout de suite, j'ai senti mes mains trembler en découvrant ce qui y était écrit. On m'accusait d'être une reine du drame, avide d'attention et de salir la réputation de Monsieur Herbert, soi-disant un prof irréprochable victime d'un élève menteur. La graphie me rappelait quelque chose, puis ça m'a frappé. Ces étranges majuscules R, exactement les mêmes que celles qu'Herbert laisse sur le tableau en cours de bio, ce qui voulait dire qu'il avait lui-même glissé ce mot dans les casiers. J'ai filé direct au secrétariat avec la note, mais la secrétaire s'est contentée de hausser les épaules en disant qu'elle transmettrait ça au principal qui, de toute façon, était en réunion pour la journée et, soyons honnêtes, n'allait strictement rien faire. Quand j'ai raconté ça à maman, elle est devenue folle de rage. Elle a foncé au bureau du district et exigé l'accès à tous les enregistrements vidéo, aux mails et à tout document relatif à l'incident. À l'accueil, une femme nous a expliqué qu'il faudrait 6 à 8 semaines pour traiter la demande, ce qui ressemblait fort à une tactique pour gagner du temps, alors qu'il ne leur faudrait que quelques jours pour retrouver tout ça. Pendant qu'on attendait, l'ami de maman qui bosse aussi au district nous a appelés pour nous dire de venir tout de suite, qu'il fallait qu'on voie quelque chose. On a donc foncé là-bas. Elle avait mis la main sur le rapport officiel rédigé par le principal et en lisant, on était sidérés. La date ne collait pas et on y disait simplement que j'avais eu un petit malaise pendant un exercice de routine. Pas un mot sur le fait que j'étais resté mort 38 secondes, qu'on avait dû m'enlever des bouts d'organes, ni que Herbert avait enjambé mon corps convulsant en refusant d'appeler à l'aide. Maman a sorti son téléphone et a photographié chaque page pendant que son amie montait la garde devant la porte, parce qu'elle n'avait absolument pas le droit de nous montrer ses papiers. Mais elle refusait de se taire alors qu'on mentait sur toute la ligne. Le lendemain, en venant me chercher au lycée, maman a vu débarquer le concierge qui nettoyait les couloirs pendant le confinement. Il a vérifié que personne ne regardait, s'est approché de la voiture et lui a dit qu'il avait entendu des cris et des coups contre la porte de la classe, mais que le proviseur adjoint lui avait ordonné de faire comme si de rien n'était et de ne pas s'en mêler. Il nous a expliqué que l'administration avait menacé tout le personnel de ménage de licenciement s'ils parlaient de ce qu'ils avaient vu ou entendu ce jour-là. Mais lui, avec des petits-enfants de mon âge, il ne pouvait pas vivre avec ça sur la conscience. Herbert qui se permet de glisser un mot dans mon casier avec cette même écriture étrange, ces R majuscules identiques à ceux du tableau, je ne peux pas m'empêcher de me demander ce qu'il avait dans la tête. Qui fait ça à un élève qui a failli mourir dans sa classe? Maman lui a donné son numéro et lui a dit de ne pas hésiter à l'appeler s'il se souvenait de quelque chose ou si jamais on lui mettait la pression pour avoir parlé. Ce week-end-là, Ravi Holder, un journaliste local, nous a téléphoné après avoir reçu un tuyau anonyme sur l'affaire. Il voulait enquêter et il avait déjà des copies de mails internes où les responsables discutaient des stratégies pour étouffer la situation. Il est venu à la maison, a sorti son dictaphone et m'a interrogé pendant 3 heures sur chaque détail dont je pouvais me souvenir, pendant que maman me tenait la main quand je craquais et fondais en larmes. L'article ne devait paraître que la semaine suivante, mais au moins quelqu'un allait enfin raconter la vérité sur ce qui s'était vraiment passé dans cette salle de classe. Le lundi matin, en cours de chimie, un élève a laissé tomber son manuel et le bruit a été si violent que j'ai cru revivre le moment où Trevor frappait désespérément contre la porte. Avant même d'y penser, j'étais déjà sous la table, recroquevillé, en pleurs, prise de tremblement, incapable de respirer, et l'image du sourire d'Herbert pendant que j'étais en train de mourir me hantait à nouveau. Le professeur a dû faire sortir toute la classe pendant que la conseillère scolaire est venue s'asseoir à côté de moi par terre, chuchotant doucement jusqu'à ce que je puisse enfin sortir de ma cachette, mais à ce moment-là, tout le lycée était déjà au courant de ma crise. La conseillère m'a accompagné à l'infirmerie où maman est vite venue me récupérer, puis on est allé directement consulter une avocate spécialisée dans la négligence scolaire. Après avoir pris connaissance de tous nos dossiers, elle nous a dit qu'on avait l'un des meilleurs cas qu'elle ait jamais vu, mais elle nous a prévenus.
Le district allait essayer de me faire porter le chapeau en prétendant que je n'avais pas été assez clair sur mes symptômes, alors que j'avais littéralement hurlé que mon appendice était en train de se rompre. D'après elle, ils risquèrent de faire traîner l'affaire pendant des années et de rendre ma vie tellement invivable qu'on finirait par lâcher. Mais maman s'est contentée de dire « On n'abandonnera pas tant qu'ils n'auront pas reconnu ce qu'ils nous ont fait ». 2 jours plus tard, le district a publié un communiqué où ils parlèrent d'une opportunité d'apprentissage et annoncèrent une nouvelle formation pour les profs remplaçants, mais sans jamais nommer Herbert ou reconnaître que j'avais failli y passer. On aurait dit qu'il ne s'agissait que d'un banal malentendu lors d'un exercice, et qu'ils prenaient l'initiative d'améliorer leur procédure, alors qu'en réalité, ils voulaient uniquement étouffer l'affaire. Cet après-midi-là, au supermarché, pendant que je cherchais du lait et que maman était au rayon traiteur, j'ai entendu 2 parents discuter dans l'allée d'à côté. Selon eux, j'étais en train de vouloir gâcher la carrière d'un homme bien juste à cause d'un simple malentendu. On racontait partout qu'Herbert enseignait depuis 20 ans et qu'une gamine trop sensible n'allait pas ruiner sa réputation. Et j'avais envie de leur hurler qu'ils m'avaient littéralement regardé mourir. Mais je suis resté planté là, mon lait à la main, en priant pour ne pas fondre en larmes. De retour à la maison, une lettre de l'assurance m'attendait. Ils refusaient de prendre en charge mes soins de suivi sous prétexte qu'ils n'étaient pas directement liés à l'urgence initiale. Pourtant, si j'avais besoin de soins, c'était bien parce que l'infection s'était aggravée à cause d'Herbert qui m'avait enfermé. Les factures dépassaient déjà les 30 000 $. Ça montait tous les jours. Et maman accumulait les heures sup pour essayer de tout payer, tout en m'accompagnant à chaque rendez-vous médical et rencontre avec les avocats. Le lendemain matin, alors que je prenais mon petit-déj, Elisa Hubert a appelé maman pour lui dire qu'elle connaissait des gens haut placés au ministère de l'Éducation qui n'en revenaient pas de mon histoire. Elle avait passé 2 heures la veille au téléphone à tout leur raconter dans les moindres détails. Et ils étaient sidérés qu'un prof puisse enfermer une élève mourante dans une salle de classe. Maman l'a mise sur haut-parleur, Elisa a expliqué que le district ne prenait pas l'affaire au sérieux, alors elle avait décidé de passer au-dessus pour réclamer une vraie enquête. Son ami au niveau de l'État avait déjà ouvert un dossier et commençait à collecter tout ce qui concernait les protocoles de sécurité chez nous. Pendant que maman discutait avec elle, j'ai cherché le nom de monsieur Herbert sur Internet et je suis tombé sur un truc qui m'a glacé le sang. 2 vieux articles de presse, chacun dans une école différente, où des parents s'étaient plaints parce qu'Herbert refusait de laisser sortir des élèves malades. Un élève avait vomi sur sa table. Herbert l'avait forcé à rester assis là 40 minutes. Une autre avait fait une crise d'asthme sévère. Il lui avait dit qu'elle exagérait. Le district devait forcément être au courant quand ils l'ont recruté, mais ils étaient tellement en manque de remplaçants qu'ils ont fermé les yeux. J'ai fait des captures d'écran et tout envoyé à notre avocate, qui m'a rappelé moins de 10 minutes après pour dire que ça changeait la donne. Cet après-midi-là, le représentant du syndicat des enseignants a débarqué chez nous avec sa mine compatissante de façade. Il s'est installé sur notre canapé et a expliqué que le syndicat devait défendre monsieur Herbert, même si plusieurs profs lui avaient confié en privé qu'ils étaient dégoûtés. Il répétait qu'il avait les mains liées par les statuts du syndicat et qu'ils étaient obligés de fournir un avocat, quoi qu'ait fait Herbert. Maman lui a demandé « Comment vous arrivez à dormir en défendant quelqu'un qui a failli tuer une élève ?» Et il s'est contenté de hausser les épaules, c'était son boulot. Point. Après son départ, j'ai voulu écrire à Jenna, ma meilleure amie, pour lui dire à quel point il m'écœurait, mais elle n'a pas répondu. 3 jours qu'elle n'avait pas donné signe de vie à aucun de mes messages. J'ai fini par l'appeler, elle a décroché, mais elle avait une voix bizarre, toute froide. Elle m'a dit que ses parents ne voulaient plus qu'elle traîne avec moi parce qu'on attirait les ennuis et qu'on salissait la réputation de tout le monde. Selon eux, j'en faisais trop et il fallait que je passe à autre chose. J'ai raccroché et j'ai pleuré comme jamais depuis l'opération. Cette trahison m'a fait presque aussi mal que les cicatrices que j'ai sur le ventre. Ce week-end-là, Zeynep et Louis sont venus avec un énorme classeur et tous mes dossiers médicaux. Ils avaient passé des jours à reconstituer une chronologie ultra détaillée qui montrait à quel point tout ça aurait pu être évité. Louis avait demandé de l'aide à son père pour la partie médicale, et ensemble, ils avaient tout repris minute par minute, de la première douleur à l'arrêt de mon cœur. Leur chronologie prouvait que si Herbert m'avait laissé sortir dès ma première demande, mon appendice n'aurait jamais éclaté. Si Zeynep avait pu intervenir, l'infection ne se serait pas propagée. Même s'il avait seulement ouvert la porte quand j'ai commencé à convulser, ils auraient pu sauver une plus grande partie de mes intestins. On a tout colorié, ajouté des extraits de revues médicales sur les symptômes de l'appendicite et les délais de traitement. Le dossier faisait 20 pages, une montagne de preuves que c'est l'orgueil d'Herbert qui avait failli me tuer. La deuxième réunion du conseil a rassemblé encore plus de monde que la première. Des parents debout partout, même dans les couloirs, toutes les chaises occupées. Je me suis levé, chronologie en main, et j'ai commencé à exposer chaque moment où Herbert aurait pu me sauver. Les membres du conseil scotchaient sur leur portable et chuchotaient entre eux pendant que je parlais. À la fin, ils sont sortis délibérer en privé pendant 20 minutes, puis sont revenus pour annoncer qu'ils repoussèrent la décision, soi-disant pour examiner le dossier plus en profondeur. 4 sur 5 ont voté le report, seule Elisa voulait agir tout de suite.
C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il misait sur notre fatigue pour qu'on lâche l'affaire. Notre avocate nous avait prévenus, alors elle était déjà prête. Dès le lendemain, elle a envoyé une mise en demeure officielle au district, lançant un compte à rebours auquel il ne pouvait pas échapper. Le district avait 90 jours pour réagir, sinon on partait au tribunal. Du jour au lendemain, le proviseur qui nous ignorait depuis des semaines s'est mis à appeler maman 3 fois par jour pour essayer d'arranger ça à l'amiable, répétant qu'on pouvait trouver une solution sans faire tout ce tapage. Mais maman lui a répondu que le moment de régler les choses, c'était avant que je manque d'y rester. 3 jours plus tard, pendant son service au café, Monsieur Herbert est venu s'installer dans la section de maman alors qu'il y avait des places libres partout. Il l'a fixé pendant 1 heure sans rien commander. Maman a essayé de l'ignorer mais il n'a pas décroché son regard. Au bout d'un moment, elle a appelé le responsable qui a demandé à Herbert de commander ou de partir. Il s'est levé très lentement et il est sorti, non sans adresser à maman un sourire franchement inquiétant. Maman tremblait en m'appelant et j'ai tout de suite compris qu'elle avait la trouille. Le lendemain, une lettre est arrivée chez nous avec, comme expéditeur, le nom d'Herbert. Ma mère voulait tout jeter à la poubelle, mais notre avocate a insisté pour qu'on conserve chaque pièce, comme preuve. Dans sa lettre, il se disait désolé que nous ayons mal interprété ses méthodes pédagogiques et proposait qu'on se rencontre pour clarifier le malentendu. Il affirmait que tout cela n'était qu'une énorme méprise et qu'il n'avait jamais eu l'intention de blesser qui que ce soit. Il se présentait comme un excellent enseignant, avec 20 ans d'expérience, et soutenait qu'un seul incident ne devait pas entacher toute sa carrière. Notre avocate nous a fortement déconseillé de répondre, nous recommandant simplement de tout archiver. Selon elle, c'était une manœuvre d'intimidation classique, preuve qu'il se savait en mauvaise posture. Pendant ce temps, le ministère de l'Éducation avait démarré son enquête officielle. 2 enquêteurs sont venus au collège pour interroger les 22 témoins présents lors de mon cours de biologie. Ils ont passé 3 heures avec Zeynep et Louis à examiner notre chronologie minute par minute, ont discuté avec Trevor de sa tentative de forcer la porte et ont questionné Mia à propos de la prise de ma température. Tous les élèves ont raconté la même version. Herbert avait refusé que je reçoive des soins alors que j'étais en train de mourir. Les enquêteurs semblaient réellement sidérés par leurs témoignages et n'arrêtèrent pas de chercher à comprendre pourquoi Herbert avait refusé d'ouvrir la porte. 2 jours plus tard, ma mère a reçu un mail d'une prof du collège Westfield, à 50 km de là. Elle racontait qu'Herbert avait fait exactement la même chose à sa fille 5 ans auparavant, alors qu'il remplaçait dans son établissement, la laissant souffrir de terribles douleurs abdominales sans l'autoriser à quitter la classe. Sa fille avait fini 3 jours à l'hôpital à cause d'un kyste ovarien rompu, précisément parce que Herbert ne l'avait pas laissé sortir. Que ce même Herbert se pointe au travail de ma mère juste pour la fixer pendant 1 heure, ce n'est pas du tout une attitude normale pour un enseignant. Voir un adulte essayer d'intimider la mère d'un élève, il y a de quoi être sérieusement mal à l'aise. Cette famille n'avait jamais signalé l'incident de peur de se faire remarquer, mais elle suivait notre histoire dans la presse et voulait nous épauler. Elle a joint les dossiers médicaux et des photos de l'hospitalisation de sa fille, prouvant qu'Herbert était bien remplaçant dans leur établissement à l'époque. Ma mère a tout transmis à notre avocate, qui a immédiatement ajouté ces éléments au dossier déjà conséquent sur la tendance d'Herbert à refuser des soins aux élèves. Dès le lendemain, l'avocat du district a appelé avec une proposition d'accord. Ils offrirent de régler tous nos frais médicaux et d'ajouter 100 000 $, à condition qu'on signe une clause de confidentialité et qu'on s'engage à garder le silence sur toute l'affaire. Il fallait aussi renoncer à toute action pénale et ne plus collaborer à l'enquête de l'État. L'avocat insistait sur le fait que c'était une offre généreuse qui permettrait de tout régler rapidement. Ma mère tremblait en tenant le téléphone sur haut-parleur pendant que notre avocate écoutait en silence. Le district exigeait une réponse sous 48 heures, sinon l'offre serait retirée. Notre avocate nous a expliqué que c'était encore un coup de pression pour nous pousser à accepter sans réfléchir. Ce soir-là, on s'est retrouvés tous les 3 autour de la table de la cuisine, les papiers de l'accord devant nous. Nos factures médicales dépassaient déjà les 200 000 $ et grimpaient à chaque nouveau rendez-vous. L'offre couvrait tout et nous laisserait même un peu d'argent. Mais accepter signifiait permettre à Herbert de continuer à enseigner avec le risque que d'autres enfants subissent la même chose. Ma mère a repoussé les papiers et a dit qu'on ne signerait pas. Elle a rappelé l'avocat du district pour lui dire qu'aucune somme d'argent ne justifiait de laisser Herbert mettre d'autres enfants en danger. L'avocat, incrédule, n'arrêtait pas de lui demander si elle réalisait qu'on refusait une somme certaine pour un procès incertain. Ma mère lui a raccroché au nez. 3 semaines plus tard, le rapport de l'enquête de l'État est tombé. Ils ont identifié 17 infractions aux règles de sécurité dans la gestion de mon urgence médicale par le collège. Le rapport employait des mots comme « gravement négligent » et « potentiellement criminel » pour qualifier la réaction du district. Il détaillait comment Herbert avait enfreint les protocoles d'urgence de base en refusant d'ouvrir la porte, même après que plusieurs élèves eurent dû signaler des signes évidents de détresse médicale. Les enquêteurs ont interrogé les 22 témoins et chacun a confirmé qu'Herbert avait ignoré que j'étais en danger de mort. Le rapport recommandait des changements immédiats de politique et suggérait que le district risquait des poursuites pour mise en danger de mineurs. Notre avocate a tiré 50 exemplaires du rapport et a fait en sorte que tous les médias de l'État en aient un. La même semaine,
Les 22 témoins de mon cours de bio se sont réunis chez Zeynep pour signer des attestations officielles. Chacun a écrit avec ses propres mots ce qu'il avait vu et entendu ce jour-là. Mia a dessiné un nouveau plan montrant où chacun se trouvait quand je me suis effondré. Louis a inclus des explications médicales rédigées avec l'aide de son père, médecin, sur ce qui se passe lors d'une rupture d'appendice. Les parents de Trevor avaient fait appel à un expert informatique qui a réussi à récupérer 30 secondes de vidéo sur son téléphone, que le service informatique du district n'avait pas réussi à effacer. Les images, bien que floues, montraient clairement Herbert en train de rire pendant que je me tordais de douleur au sol. On entendait des élèves crier à l'aide en arrière-plan, pendant qu'Herbert restait là, à sourire. L'expert a confirmé que les métadonnées prouvaient que la vidéo avait bien été prise au moment des faits. Le district a organisé une réunion d'urgence du conseil d'administration le mardi suivant pour discuter du rapport de l'État. Cette fois, l'auditorium était tellement bondé que des gens restaient debout dans les couloirs, regardant la retransmission en direct sur leurs tablettes. Les parents réclamèrent des explications, écœurés de voir que la sécurité de leurs enfants n'avait pas été la priorité. Les membres du conseil semblaient pétrifiés sous les questions incisives des parents, furieux des 17 violations relevées. Ils ont tenté de rassurer en parlant de nouveaux protocoles, mais plus personne ne voulait entendre d'excuses. Elisa était la seule du conseil à sembler réellement bouleversée par les faits, et non simplement préoccupée par les éventuelles poursuites. Après 3 heures de colère parentale, le conseil d'administration a annoncé qu'Herbert était suspendu à titre conservatoire, sans solde, dans l'attente de l'enquête pénale. Quant au représentant syndical qui le soutenait depuis des mois, il a discrètement quitté la réunion sans souffler mot. On lui avait montré la vidéo retrouvée juste avant la réunion et il était devenu blême en la visionnant. Notre avocate a passé les 2 semaines suivantes à monter le dossier pour la plainte civile, rassemblant tout ce qu'on avait. Dossiers médicaux, témoignages, vidéos, rapports de l'État, sans oublier la déposition de l'enseignante de Westfield. Au final, le dossier faisait plus de 300 pages, prouvant qu'Herbert et le district avaient failli me tuer par pure négligence. Elle a déposé la plainte un lundi matin, alors que les journalistes patientaient dehors. On réclamait des indemnités pour couvrir les frais médicaux, la douleur, la souffrance, et aussi des dommages punitifs, histoire de s'assurer que ça n'arrive plus jamais. Rapidement, les parents ont commencé à se réunir à la bibliothèque pour parler de la possibilité de présenter de nouveaux candidats au conseil scolaire. Elisa a organisé la campagne et a trouvé 3 parents prêts à se lancer, avec comme priorité la sécurité des élèves. Ils ont rassemblé des foules devant l'école, des centaines de parents brandissant des pancartes pour demander des comptes. Tous les membres du conseil, sauf Elisa, se sont mis à recevoir des appels exigeant leur démission. Les commerces du coin ont affiché leur soutien à la campagne pour la sécurité et la ville entière s'est divisée. Mais la majorité était de notre côté. 2 mois après ma première opération, j'ai dû retourner à l'hôpital à cause d'adhérences qui bouchaient mes intestins. Le chirurgien m'a expliqué que c'était courant après des traumatismes comme ça, mais il a fallu une autre grosse intervention. Il y a eu une complication pendant l'opération. J'ai fait une hémorragie interne. Ils ont dû m'ouvrir davantage pour en trouver la cause et stopper le saignement. Je me suis réveillé 3 jours plus tard en réa, entouré de machines qui bipaient. Maman n'avait pas quitté l'hôpital une seule fois et elle avait pris 10 ans en l'espace de quelques jours. Rien que cette opération a coûté 70 000 $ et l'assurance a refusé de payer, prétendant qu'il s'agissait d'une complication et pas d'un nouveau problème. Notre avocate s'est battue bec et ongles contre l'assurance, pendant que les avocats du district nous appelaient tous les 2 ou 3 jours pour tenter de négocier. Lors de la réunion du conseil consacrée au rapport de l'État, tout a dégénéré. 300 parents sont venus demander des comptes sur les failles de sécurité. Les membres du conseil se sont rués sur leur dossier, essayant d'expliquer pourquoi il n'était pas prévu de déroger au protocole en cas d'urgence vitale. Ils ont voté à 4 contre 1 pour instaurer de nouvelles règles autorisant les professeurs à interrompre un confinement en cas d'urgence médicale. Elisa a proposé de donner mon nom au règlement, mais les autres ont préféré opter pour « Initiative pour la sécurité des élèves ». Pourtant, tout le monde dans la salle savait très bien à qui on le devait. Le regard des autres élèves sur moi a changé. Quand j'ai enfin repris les cours à mi-temps en avril, ceux qui m'évitaient sur ordre de leurs parents sont venus me voir à mon casier entre 2 cours, marmonnant des excuses. Ils admettaient que leurs parents s'étaient trompés et qu'ils auraient dû me soutenir dès le début. Les profs se sont démenés pour m'aider à rattraper mes 6 semaines de retard sans m'assommer de travail. Mon prof de chimie me laissait rendre les TP quand je pouvais, ma prof d'anglais acceptait mes dissertations même avec du retard, et le département de maths m'a préparé des fiches de révision personnalisées pour que je rattrape à mon rythme. En mai, j'avais réussi à remonter la pente et à valider toutes mes matières, malgré une demi-année ratée. Finalement, notre avocate a trouvé un accord avec le district, qui a accepté de couvrir tous mes frais médicaux, y compris les futures opérations liées aux complications. Ils ont même dû créer un fonds pour les autres élèves blessés à cause de leur protocole défaillant.
L'argent a permis d'aider 12 familles dont les enfants avaient été blessés lors de confinement ou d'exercices ayant mal tourné. Les articles de Ravi qui faisaient en la une au début ont fini relégués en pages intérieures, supplantés par d'autres scandales. Petit à petit, les gens sont passés à autre chose. Mais nous, les 22 présents dans cette salle ce jour-là, on n'oubliera jamais ces 38 secondes où j'ai failli y rester. L'été a passé, rythmé par 2 nouvelles opérations pour enlever des adhérences intestinales. En octobre, j'arrivais enfin à traverser le couloir des sciences sans sentir mon cœur s'emballer ou mes mains devenir moites. 6 mois après les faits, j'ai réussi à passer devant la salle de bio sans filer vomir aux toilettes. Je ne peux toujours pas y entrer, et sans doute que je ne pourrai jamais, mais au moins, voir l'entrée ne me déclenche plus de crise d'angoisse. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, je repensais à tout ce qui avait changé depuis ce cours de biologie tout à fait banal. Les cicatrices sur mon ventre ne partiront jamais, pas plus que les souvenirs d'avoir été mort sur ce sol. Mais avoir survécu à quelque chose qui aurait dû m'emporter m'a montré que j'étais bien plus solide que ce que j'aurais cru. Herbert, lui, a fini par se faire embaucher dans une école privée à 2 États d'ici, après que le syndicat l'a discrètement laissé tomber. Nous, les 22, on s'est arrangé pour que chaque parent de sa nouvelle école reçoive des mails anonymes avec les articles de presse expliquant ce qu'il avait fait. On a créé des comptes sur les réseaux sociaux qui republiaient la vidéo de surveillance et les documents du tribunal à chaque fois qu'il essayait de repartir à zéro ailleurs. Son autorisation d'enseigner n'a peut-être pas été retirée, mais sa réputation, elle, le suivait partout. À chaque fois qu'il postulait pour un nouvel emploi, le comité de recrutement recevait mystérieusement des dossiers contenant le rapport de l'État. On a tenu notre promesse. Tout le monde saurait qui il était vraiment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là tout au long de cette histoire. Quel parcours on a fait ensemble. À bientôt et n'oubliez pas de liker la vidéo, ça aide bien plus que vous ne le pensez.